You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec le VIH, c'est maintenant l'émission d'1 heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de prévention et de santé sexuelle. Valentine au micro, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Vivre avec le VIH s'associe le temps de l'été avec la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains et vous propose de vous diffuser 3 épisodes de leurs émissions Sexperts durant les premières semaines d'août. On passera ensuite aux annonces du cœur pour terminer avec quelques infos de la semaine. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas au téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitedesfamilles.net. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, le compte @VIH Radio sur Twitter et notre page Comité des Familles sur Facebook. Retrouvez toutes nos émissions en podcast sur notre site, mais aussi Spotify, Apple et Audioblog. Nous sommes ravis de vous annoncer que le Comité des Familles, par le biais de l'émission Vivre avec le VIH, est en partenariat une partie de l'été avec la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. En août, notre émission va vous faire découvrir Sexperts, un podcast dédié à la santé sexuelle créé et mis en place par la chaire UNESCO. Le premier épisode sera dédié au consentement, le second au VIH et aux infections sexuellement transmissibles, puis le dernier parlera de l'émancipation. Vous allez entendre experts et patients discuter ensemble de ces sujets. Pour cette première émission, nous vous proposons d'abord d'écouter l'interview du professeur Thierry Troussier, qui est responsable du pôle santé sexuelle, sexologie et droits humains à la chaire UNESCO. Il a participé aux émissions et nous explique comment ce podcast s'est construit. Ces podcasts ont été créés et commencés en été 2020 et ont été finalisés en partie l'été 2021 parce que nous étions en période de vague sanitaire et de confinement et que l'on pensait que ça venait en complément des webinaires, de la série webinaire Intimus que nous avions fait pendant le premier confinement, car ça pouvait être plus court et plus facile à entendre quand les écoutants étaient, par exemple, dans des véhicules, dans des voitures et pouvaient les télécharger. Donc, c'était une autre forme de communiquer en respectant les distances qui nous étaient imposées à l'époque. C'est la première fois que vous faisiez une série de podcasts, de séries auditives ? C'est vraiment la première fois que l'on faisait une série de podcasts qui explique peut-être les difficultés que nous avons eues au départ dans les enregistrements. Fallait-il qu'ils soient longs? Fallait-il qu'ils soient courts? Fallait-il qu'il y ait du bruitage à l'intérieur? Donc, nous nous sommes posés plein de questions, nous avons fait plein d'essais et je ne pense pas que notre série de podcasts actuellement soit les meilleurs sur le plan technique, mais enfin, ils ont l'avantage d'exister. Et du coup, comment vous êtes un peu organisé pour créer ces podcasts, justement choisir des formats longs ou des formats courts, choisir les invités? Est-ce que vous pourriez me raconter un peu l'envers du décor? Oh, bien, je vais raconter déjà ma propre histoire, puisque, par exemple, je sais qu'il faut être court,
le plus bref possible, ne pas se répéter pour être entendu jusqu'à la fin du message qu'on veut délivrer. Et donc, quand j'ai élaboré ce podcast avec une professionnelle qui m'a interviewé, comme vous le faites à l'instant, sur une thématique que je connaissais vraiment bien, qui était quelles sont l'offre de santé sexuelle en France. Oui, c'est des choses simples, mais peut-être que je pourrais en parler pendant plusieurs heures. Or là, il fallait limiter. Et j'ai eu beau limiter, ce podcast a duré monter plus de 40 minutes. Or, mon objectif, c'était de le faire en 20 minutes. Et quand on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on peut couper, rien n'était coupable, parce que tout ce que je disais se complétait et ne se redisait pas. Donc, je me suis aperçu de la difficulté technique de la communication, souvent trop en dire, par exemple, souvent vouloir être exhaustif alors qu'on ne peut pas l'être forcément. Je me suis aperçu que mon interlocutrice, car c'est une interlocutrice qui m'interviewait, certes était professionnelle, savait bien poser les questions, mais je répondais de façon beaucoup trop longue et pas suffisamment pertinente. Ça aurait été un sujet de philosophie, ça pourrait durer 40 minutes, mais c'était un sujet de santé publique très objectif dans lequel on donnait des renseignements sur cette offre de santé sexuelle en France. Et très intéressant certainement pour ceux qui portent intérêt à cette offre, mais pas suffisamment pour écouter 40 minutes. Donc voilà, c'est un exemple où je pense qu'on n'est pas très clair encore sur le fond et la forme. On peut faire des podcasts longs s'ils sont intéressants, pertinents, et si on est dans une histoire qui se raconte. Il faut faire des podcasts courts quand on est dans des informations objectives, car on est très vite, l'auditeur est très vite saturé. Oui, il faut aller droit. Et ça a été la même chose pour les autres auteurs ou autrices. Hein. C'est la même difficulté. Voilà. Et du coup, ces podcasts, dans l'idée, ils sont destinés à qui? Comme tout ce que l'on fait, c'est d'abord destiné aux professionnels au sens large qui touchent la santé ou le socio-sanitaire, c'est-à-dire j'inclus dedans tout ce qui est social, éducation, mais ça pourrait très bien s'adresser, tous ces podcasts, à un public, je dirais, large et éclairé, qui ont envie de s'informer sur la santé sexuelle et la façon dont c'est mis en place actuellement en France. Parce qu'il y a un sujet donc sur le... Nous, on va diffuser le consentement, un épisode long sur le VIH et un troisième épisode sur l'émancipation. Mais il y a eu d'autres sujets autour. Comment vous avez décidé de mettre en avant ces thématiques-là? Ça a été mis en avant grâce à un Facebook qui existe, une communauté qui ont réalisé d'une part les webinaires, et d'autre part, le MOOC Right, Sex and Education qu'on a sorti en 2021, dont les nouveaux MOOC réalisés différemment sont sortis ce week-end. Et donc, il y a un mini MOOC de 6 mini-modules par mois qui sortiront jusqu'au mois de décembre. 6 mini-MOOC pour avoir une certification à la fin. Mais le modèle est totalement différent de ce que nous avons fait au mois de décembre. Je reviens à votre question. Donc, on a des Facebook de type communautaire. Nous en avons deux sortes, un sur les webinaires, un sur le Facebook. Et évidemment, on dialogue avec cette communauté et on a vu où se portait l'intérêt, les questions qu'ils avaient. Et donc, nous avons choisi évidemment des intérêts et des questions qu'on n'avait pas forcément traitées dans le MOOC, qu'on avait traité dans le webinaire, si je prends l'exemple du consentement, mais pas dans les MOOC. Et la même chose, on l'a traité aussi lors de notre journée internationale de la chaire UNESCO qui a eu lieu le 19 mai. 19 mai, oui, on a traité du consentement parce qu'on a eu beaucoup de demandes autour et tout le monde sait que c'est un sujet pertinent, complexe et qui n'est pas si simple qu'on voudrait dire. En tout cas, il ne se résume pas seulement par un oui ou un non, et donc est tout en nuances et en complexité. Ce qui fait qu'on a eu soif et envie de réaliser
ce podcast, mais dans lequel, maintenant, si on devait refaire ce podcast, on le ferait aussi de façon complémentaire et différente. Donc, en fait, on évolue en fonction des retours que nous font les auditeurs. Puisque c'est vrai que le thème du consentement, lorsqu'on parle de santé sexuelle, c'est un sujet qui est assez récent, enfin récemment mis en avant. Donc c'est une bonne Alors, idée. ça a été mis en avant par la communauté, par les personnes intéressées elles-mêmes, intéressées, et ES, essentiellement donc des femmes qui ont eu à subir le fait que leur partenaire ne cherchait pas réellement le consentement. Mais on a évolué entre MeToo, Balance ton port et maintenant. D'abord parce qu'il y a eu des livres qui sont sortis aussi sur les violences, les viols, les incestes, donc qui n'étaient pas sortis à l'époque, dont on voit que ça touche toutes les sociétés, et les niveaux sociaux, culturels. Et donc, on voit bien que ce n'est pas si simple que ça d'obtenir le consentement dans la vie quotidienne, dans sa vie de couple, avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, ou simplement dans le milieu dans lequel on va vivre pour le loisir ou pour la vie professionnelle. Donc, c'est beaucoup plus complexe et il y a une partie sombre, une partie d'ombre qui n'est pas encore développée dans ce podcast, que nous avons commencé à développer avec l'avocate Anne-Marion de Cailleux lors du 19 mai, qui est cette partie très ambiguë que nous avons de façon relationnelle entre les êtres humains, que ce soit deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme, et dont il y a des enjeux non dits et dans lequel le consentement est mou, glisse et nécessaire. Il est nécessaire d'y réfléchir. Il est nécessaire aussi de faire attention quand on se situe dans ces zones très lissées et qui risquent de provoquer des blessures, parfois, cette fois-ci, non intentionnelles. Et donc l'inconscient arrive à jouer, notre éducation culturelle différente joue aussi dedans, et donc les choses ne sont pas, enfin, les dires, les échanges ne sont pas aussi simples que l'on voulait bien dire dans les années avant 2020. Voilà. D'accord. Comment vous avez choisi vos invités pour les différents épisodes? Ah bien, nous avons un pool d'experts à la chaire UNESCO qui sont le plus souvent des intervenants universitaires dans nos diplômes universitaires et dont on a confiance dans leur prise de parole et dans lequel, pas plus que l'on passe derrière eux à l'université et leurs cours, pas plus nous avons vérifié leur interview spontanée qu'ils ont fait avec notre journaliste, tel que vous me le faites maintenant. Donc, en fait, nos experts, on a une pleine confiance et notre confiance est basée d'une part sur le fond qu'ils connaissent et d'autre part sur la forme, c'est-à-dire ils respectent une vision de la chaire UNESCO qui sont les valeurs humaines, qui sont la dignité, l'égalité, la fraternité et la liberté. D'accord. Et pourquoi vous avez accepté ce partenariat avec nous, le Comité des familles, et l'émission Vivre avec le VIH? D'abord parce que dans mon histoire historique professionnelle, je me suis occupé des préventions et dépistages du VIH au niveau national. C'était ma fonction au départ et à ce moment-là, j'ai pris conscience par le comité des familles qui nous sollicitait, la Direction générale de la santé, de l'importance que ça avait aussi dans la notion de famille que l'un des deux porte le VIH. Et très, très rapidement, j'ai été mobilisé et sensible sur votre association que je connais depuis plus de maintenant, mais c'est triste à dire tout ça, mais depuis plus d'une quinzaine d'années.
C'est triste à dire parce que le VIH continue toujours et qu'il pose toujours des problèmes. Le témoignage que nous avons eu de votre part le 19 mai était extrêmement émotionnellement intense et important. Certes, il était spontané avec un autre témoignage de ACT UP, mais il venait vraiment bien en complément. D'accord. Bah, je vous remercie. En tout cas, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit qui vous semble important ou... Oui, alors moi, ce qui me semble important, c'est que, eh bien, comme je vous l'ai dit, pour nous, le retour des écoutants est important. Donc, vous avez choisi 3 thématiques déclinées que vous allez présenter cet été en podcast. Nous serons intéressés pour savoir s'il y a d'autres thématiques que vous souhaiteriez, que les écoutants souhaiteraient qu'on aborde. Est-ce qu'il faut que l'on fasse des montages différents? Est-ce qu'il faut plus de témoignages, etc. Donc, tous les retours que pourront faire vos écoutants nous intéressent et j'espère bien qu'à la fin de l'été, nous pourrons faire un retour global de ce qui s'est passé et de poursuivre notre partenariat. La chaire UNESCO est très heureux d'être un partenaire de façon égalitaire, équitable et pleinement libre entre nos 2 ONG. Écoutons maintenant Sexpert sur le consentement. La chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains propose les Sexperts. Des sujets osés, posés, exposés par des experts des genres et du genre. Un univers intrigant, brûlant, passionnant, dans lequel nous emmène la chaire UNESCO le temps d'un instant. Des experts qui prennent la parole sur des sujets qu'ils maîtrisent, sur lui, sur nous, sur elle, et qui parlent de santé sexuelle, de votre quotidien, mais surtout de vos droits humains. On attrape des sons et des paroles qui se cognent au désir de liberté et l'on devient podcast. Pour vous, aujourd'hui, un thème, des questions et des experts qui lèvent tous les tabous. La sexualité est au cœur de nos vies, de notre quotidien. On y pense, on en parle, on en rigole. Mais que savons-nous réellement du sexe ? Si tous les corps sont différents, il doit y avoir une infinité de possibilités. Je m'appelle Florian, et lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai discuté de sexualité avec mon entourage. Ce qui m'a frappé, c'est que malgré nos différences d'âge à tous, on se pose tous autant de questions sur notre sexualité et sur la sexualité en général. Finalement, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se pose probablement tous les mêmes questions. Puisque le consentement est le début de toute relation intime, nous sommes partis à la rencontre de notre premier sexpert Thierry Troussier, sexologue et médecin de santé publique, pour répondre à toutes nos questions et défendre notre droit en une sexualité libre et consentie. Pour commencer, je vous propose d'écouter une définition du consentement, et plus particulièrement dans l'intimité d'un couple, d'une famille ou d'une relation quelle qu'elle soit. Le consentement est un processus d'obtention d'un accord volontaire. Ça, tout le monde le sait, pour une action entre 2 individus ou plus. On parle aussi de consentement éclairé, par exemple, quand on fait des travaux de recherche ou que l'on a des enquêtes que l'on réalise auprès de personnes. Nous parlerons ici du consentement dans l'intimité d'un couple ou dans une famille, et donc nous allons avoir des aspects complexes que nous verrons petit à petit, comme une tension entre le désir et la volonté de faire cet acte, l'autre qui est d'accord ou pas d'accord, mais surtout une tension aussi plutôt qui relève de l'éthique et de la morale et de ce qui existe dans la société, ce à quoi on croit et sur lequel on agit, pour que cet accord soit partagé entre 2 personnes. C'est pour ça qu'on appelle ça un accord explicite. Banlieue parisienne,
Témoignage d'une franco-libanaise récemment installée en couple. Avec mon partenaire, on était au lit, on se faisait des câlins, mais puis j'ai senti qu'il voulait plus. Et donc, je lui ai dit non plusieurs fois, mais voilà, j'ai répété ça et il ne comprenait pas. Puis j'ai cédé, puisqu'il ne me laissait pas tranquille. Le témoignage de cette jeune femme nous montre bien que même dans un couple, le consentement, ça peut être quelque chose de compliqué. On a du mal parfois à dire non à son ou sa partenaire, peut-être par peur de le ou la vexer, peut-être par peur d'abîmer la relation. Et comme cette jeune femme le dit, elle accepte finalement d'avoir une relation avec son partenaire parce qu'il a insisté. Bien sûr que ça arrive parce que nos envies ne sont pas toujours ensemble au même moment et que, ma foi, si un homme ou une femme a des désirs sexuels, il faut déjà qu'il puisse l'exprimer à son ou sa partenaire, qu'il puisse ensuite au moins, s'il la connaît, ce qui est le cas ici, s'il la connaît ou il le connaît, connaître les starters, ce qui stimule son ou sa partenaire pour que l'autre partenaire ait envie d'avoir des rapports sexuels. Il est indispensable de toute façon d'obtenir un consentement qui soit implicite, si dans un couple bien construit, l'explicite n'est pas forcément nécessaire, mais sentir qu'une femme ou un homme cède parce que l'autre est en demande ou dit qu'il a des besoins, ce n'est pas bon, parce qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une perte des relations entre les deux. Et en fait, pour terminer, je dirais que avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles, c'est pas que des rapports, c'est de l'érotisme, c'est une préparation, et ça demande des efforts de part et d'autre. Donc là, on parle de communication dans un couple. Mais le consentement est souvent non-verbal, si je ne me trompe pas. Je pense que les humains sont capables de lire et de se comprendre à travers les signaux du langage corporel, et on demande rarement ce genre de choses. Je pense que ça se voit si la personne a envie ou pas, non ? Alors c'est vrai que dans un couple, qui soit marié, non marié, en concubinage, ou qu'il soit simplement amant et maîtresse quand on se voit, eh bien, le consentement est le plus souvent implicite, c'est-à-dire qu'il n'est pas verbalisé. On demande rarement l'accord de l'autre, puisqu'on l'a eu dès le départ et que l'on a une idée assez proche de ce qui est autorisé ou ce qui est permis dans la relation à deux et ce que l'autre n'aime pas et réciproquement. Très bien. Alors maintenant, je vais prendre un exemple. Je me trouve en présence d'une fille qui me plaît, et je crois bien comprendre que je lui plais aussi. On joue verbalement, on se cherche un peu, et je vois bien qu'elle fait exprès de se faire désirer. C'est chouette et c'est excitant, c'est sûr. Mais parfois la frontière entre le jeu et le danger est très fine. Alors comment être sûr que je ne commets pas une erreur en étant entreprenant avec elle ? En d'autres termes, existe-t-il un moyen d'être certain qu'on ne va pas bafouer le non-consentement de l'autre ? Alors, bien sûr, si vous connaissez bien votre partenaire, il peut y avoir, comme vous dites, des petits jeux de cache-cache, de cache-cache par les mots, et qu'elle peut dire non, et puis finalement, elle va céder. Mais quelqu'un qui dit non, c'est peut-être plus intéressant de reformuler c'est vraiment non. Et si elle vous dit c'est vraiment non, mais alors qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que tu es fatigué ? Et de reformuler. Donc il y a non et vraiment non, quand on connaît bien son ou sa partenaire. Par contre, vous ne connaissez pas votre partenaire et c'est une nouvelle partenaire, ou du moins vous connaissez que depuis très peu de temps. Si la personne vous dit non, il est important de lui faire vraiment préciser en disant vraiment tu ne veux pas, et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, ou je t'ai déçu, ou qu'est-ce qui se passe ? Et ça vous permettra de clarifier la situation et d'attendre un moment plus propice d'accord de votre partenaire. Témoignage de Chloé, 25 ans. Oui, mais finalement,
Parfois, on n'a pas envie d'avoir un rapport, pas parce que on n'est pas bien ou parce qu'on a un problème ou parce que l'autre a fait quelque chose de mal ou qui nous a déçus. C'est juste que parfois, on n'en a juste pas envie. On n'a pas envie d'avoir de rapport et c'est comme ça. On a pour tous, je pense, sans exception, des soucis et des occupations qui sont soit professionnelles, soit familiales, avec nos enfants ou nos proches éloignés dans lesquels on se soucie et qu'on appelle, et que la disponibilité, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas si ouverte et si fréquente que cela. Consentir à la volonté et au désir de l'autre, eh bien, ce n'est pas toujours ce que l'on a envie et ce n'est pas toujours ce que l'on est prêt. Donc, ça va nécessiter à ce moment-là, eh bien, une meilleure communication. Alors, elle peut passer par une communication non verbale, c'est-à-dire que l'on ressent, que notre partenaire ressent notre volonté d'avoir un acte ou une intimité et il répond de façon non verbale. Et comme on le connaît, eh bien, on n'a pas besoin de consentir verbalement. Mais on peut avoir besoin d'exprimer verbalement, surtout quand l'autre dit non et que soit on a envie. Consentir à la volonté de l'autre n'est pas toujours ce que l'on a envie ou ce que l'on éprouve. Il est donc très important que chacun se mette à la place de l'autre. Donc bien sûr, on peut comprendre qu'une personne n'ait pas envie d'avoir une relation intime avec son ou sa partenaire, que c'est pas le moment ou que cette personne est tout simplement indisposée, et c'est essentiel de respecter son choix. Mais qu'en est-il du sort de l'autre qui se retrouve seul face à ses envies ? Finalement, que faire ? Comment faire quand nos besoins sexuels ne sont pas les mêmes ? Le partenaire n'est pas là pour assouvir tous ses besoins, hein, ni dans un sens, ni dans l'autre. On doit rechercher, si on a un désir et la volonté de satisfaire des envies, notamment la libido dans le cadre de la sexualité, mais pas que, puisque dans le relationnel, il y a la notion d'affectivité aussi, eh bien, donc, ce n'est pas que de la sexualité, ce n'est pas que de la pénétration, ce n'est pas que deux attouchements et des baisers, c'est aussi du relationnel, de l'affectif, de l'expression émotionnelle, et puis c'est aussi un lien social, la sexualité. Et donc, si les besoins ne sont pas les mêmes, et cette question est très importante, ben, il faut, savoir les respecter et pas attendre tout de l'autre. Il faut savoir donc rechercher à travers ces réseaux un soutien, un dialogue, une discussion. Et si l'on a des besoins sexuels, bien savoir prendre un lieu d'intimité et prendre un plaisir ou répondre à sa libido par différents moyens qui sont le plus souvent utilisés même dans le quotidien et les assurer seuls, c'est ce qu'on appelle l'auto-érotisme ou l'autosexualité. Et ça, ça fait partie d'être responsable soi-même de son propre corps et d'être responsable aussi vis-à-vis de l'autre et de ne pas lui demander ce que l'autre n'est pas prêt et ne consent pas à offrir forcément à tout instant et à tout moment. Donc j'insiste là-dessus, ça veut dire aussi en conséquence qu'il faut réserver des places d'intimité physique, voire virtuelle, dans un couple, et que tout ne peut pas être partagé. Tiens, en voilà une bonne nouvelle. Et une solution intéressante à la fois. Si notre partenaire n'est pas enclin à avoir un rapport sexuel, on peut tout simplement se procurer de l'autoplaisir. Et pendant qu'on y est, est-ce qu'on a besoin du consentement de l'autre pour ça aussi ? Je pense qu'on n'a pas à dire ce que l'on fait dans l'isolement. On dit j'ai envie de rester un moment tranquille, j'occupe cet endroit-là, est-ce qu'on se reverra tout à l'heure ? Je pense que c'est un point important. Ça veut dire il va peut-être lire, il va peut-être regarder une vidéo, il va faire ce qu'il veut, mais il n'a pas à dire ce qu'il y a à faire. Le secret, c'est que l'on doit conserver dans le couple, c'est justement des parties intimes qui nous appartiennent et qu'on n'a pas toujours à partager avec son ou sa partenaire.
Donc ces parties intimes que l'on ne partage pas toujours avec son ou sa partenaire peuvent également être des moments d'auto-érotisme. Donc la question qu'on peut se poser à présent c'est: est-ce que ces moments augmentent la libido et ont un effet positif sur l'activité sexuelle d'un couple, comme certaines études le démontrent, ou est-ce que la masturbation inhibe le désir sexuel dans une relation? Ça l'entretient. Quand on n'a pas suffisamment de rapports sexuels, avoir une masturbation permet d'entretenir un bien-être sexuel et donc sa libido. Alors on a vu qu'il existe plusieurs formes de consentement: verbal, non verbal, explicite, implicite. Il est d'ailleurs le plus souvent implicite comme on l'a dit. De nos jours, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et la question du consentement virtuel se pose. C'est-à-dire, dans nos relations, on échange des messages, des photos, des vidéos, on sextote. D'ailleurs, qu'on soit un homme ou une femme, on peut par exemple recevoir une photo de pénis sans l'avoir demandé, et c'est quand même surprenant. Ce qu'on voudrait savoir concrètement, c'est comment on fait, comment doit procéder une personne qui souhaite avoir une relation intime virtuelle avec une autre personne et être sûre de son consentement. On n'a pas à envoyer ni une vidéo, ni des mots, ni des photos, ni des vidéos qui ne sont même pas de nous, qui sont d'autres, à une personne, notamment qui touche à la sexualité, sans que celle-ci soit en accord, en amont avec ça. Toute personne qui reçoit ce que je viens de dire, des mots, des vidéos, des chats, etc., auxquels elle ne désire pas recevoir, ça c'est du non-consentement et aujourd'hui c'est passible d'amende. Mais donc, si mon non-consentement n'est pas respecté, comment je fais? À qui je dois m'adresser? Si le consentement n'est pas respecté et que le ou la partenaire continue et poursuit le même comportement, le seul moyen, après avoir dit non, est de s'éloigner de ce ou cette partenaire et de se mettre hors de portée de la nuisance. Si vous estimez que vous avez besoin d'en parler ou que vous souhaitez déposer une plainte, vous avez un numéro d'écoute d'information et qui peut éventuellement vous orienter. En France, le 39 19, qui sont spécialement sur les violences faites aux femmes ou qui peuvent toucher évidemment le non-consentement, puisque le non-consentement est une violence faite à vous-même. Vous avez des services d'urgence, type 112, 15 ou 18, ou 17, même la gendarmerie, à qui vous pouvez appeler. De façon plus proche, en proximité, votre médecin ou un service social de votre quartier peut aussi vous accueillir afin de vous écouter et de vous accompagner dans une démarche possible ou une démarche de réparation. Témoignage choc de Julien, 28 ans, abusé sexuellement pendant son adolescence. J'ai commencé à traîner avec un des gars les plus dangereux de mon quartier. Il m'avait pris sous son aile. J'avais l'impression qu'il me considérait un peu comme son petit frère. Mais plus le temps passait, plus on se voyait fréquemment, mais juste tous les deux en fait. Un jour, il m'a demandé de lui caresser le sexe. J'ai dit non. Mais il m'a mis la pression, il m'a menacé, il a menacé mes parents, il voulait leur faire du mal. J'avais peur d'en parler parce que je voulais pas qu'il arrive quelque chose à mes parents. Je pouvais rien faire. Du coup, au final, je me suis laissé faire et j'ai fini par accepter tout ce qu'il me demandait. Là, il n'y a vraiment pas de consentement, il n'y a même pas de négociation, qu'il y a un enjeu relationnel avec un dominant et une ou un dominé. Et
que dans ce cadre-là, le fait d'avoir été, je dirais, peut-être émerveillé, admiratif par rapport au caïd, a fait que le caïd, entre guillemets, a mangé le petit garçon, enfin, le jeune garçon de 20 ans quand même. Et donc on voit bien que la situation est grave dans ce cadre-là du non-respect. Donc quand on se situe dans des situations où on est amené à céder, c'est que les enjeux sont bien différents entre les deux et ne sont pas égalitaires et ne sont pas sur les mêmes plans. Il peut y avoir des enjeux qui sont émotionnels ou mentaux d'admiration pour l'un et l'autre des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination, des enjeux sociétaux qui est le pouvoir de dominer, voire parfois des enjeux financiers, qui fait que accepter de telles situations, si elles ne sont pas clarifiées dès le début, peuvent être dangereuses sur le plan psychique et amener de toute façon une finalité de cette relation. Donc mieux vaut dès le départ clarifier, se positionner et si on n'en a pas les ressources internes, se tourner vers des ressources externes, des personnes qui peuvent vous aider, soit des pères aidants, des personnes comme vous, du même âge, qui ont connu ce type de situation et qui peuvent vous aider, soit des professionnels qui sont là pour vous écouter et on en trouve au niveau des centres de planning et d'éducation familiale par exemple, ou des centres, les CJID, ce qu'on appelle des centres de santé sexuelle, ou tout simplement votre médecin, ou tout simplement à une professionnelle paramédicaux en qui vous avez confiance. Témoignage d'une jeune fille de 22 ans, hyper connectée aux réseaux sociaux. J'ai couché avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder, avec qui on avait matché. Et le problème dans cette histoire, ça a été la taille de son pénis, qui était énorme. Et du coup, dès que je l'ai vu, j'ai eu un petit peu peur, j'ai eu quelques appréhensions, parce que j'avais peur juste que ça me fasse mal, quoi. Et donc on a commencé, et en effet, ça n'a pas manqué, ça m'a fait mal. Mais le truc, c'est que comme ça faisait déjà plusieurs jours qu'on rigolait sur Tinder, qu'on parlait, et que je le chauffais carrément, en me disant des trucs plus c'est gros, plus j'aime ça, j'ai pas su dire stop et j'ai pas su dire qu'il me faisait mal quand il m'a pénétré, quoi. Oui, ça aussi, ça fait partie des situations ambiguës entre le désir et puis l'appréhension de la grosseur du sexe. Alors, il faut être, je pense, rassuré. D'abord, quelle que soit l'énormité d'un sexe, il pourra toujours rentrer dans un vagin ou dans une vulve. Et c'est vrai qu'un vagin peut avoir trois types de dimensions, une petite dimension, une moyenne et une plus importante. Ça, c'était bien décrit dans le Kama Sutra. Et comme chez l'homme, il peut y avoir un petit sexe, un sexe moyen et un sexe plus énorme. Alors comment faire quand on a une dissociation de dimension entre le vagin et le pénis? Eh bien, c'est simplement prendre du temps, le temps. L'homme, son érection, il est en érection en moins de 2 minutes. Une femme, pour qu'elle se détende, que son vagin puisse se déplisser, qu'elle puisse avoir du plaisir, que celui-ci puisse mouiller, en moyenne, parce que ça peut toujours être plus long ou plus court, en moyenne c'est 20 minutes. Je fais exprès de dire ça parce que le temps du flirt, des caresses, avant une pénétration est extrêmement important et c'est pas parce qu'une femme commence à mouiller seulement que son vagin est prêt. C'est-à-dire, si on devait anatomiquement regarder quand le vagin est prêt à l'accueil, il faut que les petites lèvres soient gonflées, ourlées et plutôt teintées de rouge, petites lèvres, que les grandes lèvres soient aussi augmentées et écartées, et que le clitoris, contrairement à ce que l'on pense, soit plutôt rétracté, le gland du clitoris chez la femme. À ce moment-là, vous allez avoir une béance de l'entrée du vagin et il est très facile de voir que 2 doigts y pénètrent, 4 doigts y pénètrent, bien évidemment, et ça, au fur et à mesure, bien évidemment,
si le partenaire a un pénis important, il pourra y pénétrer doucement s'il a su attendre je dirais, le rapport promis ou la relation promise. Le dernier témoignage de cette jeune fille soulève un point important que nous n'avons pas abordé jusqu'à maintenant. Le consentement peut être retiré à tout moment, même pendant l'acte. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on a donné son consentement une fois a priori qu'on l'a donné pour la vie. Et voici que notre épisode touche à sa fin. Pour conclure, voici quelques points importants à retenir. Le consentement concerne toutes les relations intimes, c'est-à-dire qu'on peut refuser des caresses ou même un bisou. Un non, c'est un non. Chacun a la maîtrise de son corps et doit respecter les choix de sa ou ses partenaires. Bien évidemment, le consentement sous menace, ce n'est pas du consentement. D'ailleurs, un consentement peut également être retiré à tout moment. Il n'est jamais trop tard. Rien ne nous oblige à continuer si l'envie n'est plus là. Et d'ailleurs, même au sein d'un couple, il n'est pas systématique. Une chose est sûre, c'est que le consentement est la base saine de toute relation intime. Il ne doit jamais être négligé. Vivre un bien-être sexuel, c'est avoir une sexualité autonome, sécuritaire et satisfaisante. Mais pour ce faire, encore faut-il connaître nos droits en la question. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec la Fondation de l'Université de Paris et Vive Healthcare qui soutient la Fondation. Un grand merci à tous nos auditeurs et auditrices. Suivez-nous, écoutez-nous, mais surtout, écoutez-vous. Voilà, vous avez écouté ce premier épisode, je vous propose de passer à une pause musicale. N'oubliez pas que tous les titres des musiques passées pendant notre émission sont à retrouver sur notre site comitedesfamilles.net. On se retrouve juste après pour les annonces du cœur. Nawilila dundo bemirimbe hamimbe joro kono kasira nyama tututu kono kasira karaka kapo kapo kia ajoro nankote idun Milba mani si janka galende kene ya galende hamiba mani ni masaya la dige jesiri banyena bo kamana bankote ni masaya la dige jonsi se kote ne wili la dundo Bemiri jugula, behaminye ngoya bala, bejoro mesira manye, kono kasira, kono kasira, kono kasira, kia, ajoro nankote, idun, miriba manyi, si janka galende. Masaya la dige, jesiri banyana bo, kamana wankote, ni masaya la dige, jonsi se kote. Ne wili la dundo, bemiri komansa kosoro, behami koninkera kojugum bejoro kone bakeji, kono kasira. Kono kasira kia ajoro nanko
Vous écoutez Vivre avec le VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs et à ceux qui les aiment. C'est l'heure des annonces du cœur. Pour publier un message, rendez-vous sur notre site www.annonce.comité-des-familles.net. Vous pouvez vous inscrire avec une adresse mail et en cas de difficulté, en cas de problème, appelez-nous au 01 40 40 90 25. Je souffre de la solitude depuis plusieurs années et je vis toute seule parce que je n'ai plus confiance en moi. Je me suis réfugiée dans ce que j'aimais faire, mon boulot de coiffeuse, et que je fais si bien, mais maintenant je me sens si seule au point que j'ai décidé de me détacher de cette solitude et chercher un homme pour la vie avec qui on partagera notre quotidien, les bons et les mauvais. En passant, je suis camerounaise, âgée de 32 ans, célibataire, sans enfant. Intéressée, n'hésitez pas. Camerounais âgé de 41 ans, 1m83, 120 kg, je vis et travaille au Cameroun. Je cherche une femme, pas une fille. Si tu es intéressé par une vie de couple basée sur la joie au quotidien, alors écris-moi.
Bonjour, moi c'est Chris, j'ai 41 ans, physique agréable, indétectable et en pleine forme. Je recherche une jeune femme, de préférence plus jeune que moi, qui habite dans la région pour faire un bout de chemin ensemble si l'alchimie s'opère. Je suis de nature simple, au plaisir de vous lire. Homme gay en région parisienne, recherche homme gay pour amitié et pourquoi pas amour. Salut à tous, je suis camerounaise âgée de 33 ans avec une charge virale indétectable. Je souhaite rencontrer l'homme de ma vie par le biais de cette plateforme. Je suis dynamique, responsable, maternelle. Je réside à Douala. Si tu es intéressé par mes dires, bien vouloir me répondre. Jeune Camerounais sympa, humble, gentil, travailleur, déjà indétectable, je vis à Douala au Cameroun. Je cherche une fille gentille qui craint Dieu pour amitié sincère, pouvant aboutir au mariage. On passe à une seconde pause musicale et on se retrouve juste après pour les infos de la semaine. If they tear a hunter through, if they tear through a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear a hunter through, if they tear through a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear a hunter, fine is more. If they tear through a hunter, Valentine. They tear through a hunt and a Valentine. They tear through a hunt and a hunt. They tear a hunter, fine is more. They tear through a hunter, Valentine. They tear through a hunt and a Valentine. They tear through a hunt and a hunter. They tear a hunter, fine is more. They tear a hunter, Valentine. They tear a hunter, If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? If they tear a hunter through, if they tear through a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear a hunter through, if they tear through a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear through a hunt and a hunter. Vous écoutez Vivre avec le VIH, c'est l'heure des infos de la semaine. Une quatrième personne guérie du VIH aux États-Unis. Un nouveau patient est en rémission de son infection par le VIH, a annoncé l'équipe médicale de City of Hope, un centre de recherche médicale en Californie.
L'homme de 66 ans, diagnostiqué séropositif en 1988, a reçu une greffe de moelle osseuse en 2019 pour traiter son cancer du sang, conséquence de son infection par le VIH. La greffe a été rendue possible grâce aux cellules d'un donneur portant une mutation génétique rendant l'organisme résistant au VIH. Depuis 2021, le patient ne prend plus d'antirétroviraux qui lui permettaient de contrôler la maladie. Surveillé par les médecins, il a tout de même dû suivre quelques séances de chimiothérapie afin d'éviter toute rechute de son cancer. Le 27 juillet dernier, son équipe médicale le déclare officiellement en rémission. L'homme n'est pas le premier patient soigné par cette thérapie, mais c'est le plus âgé. Poursuivons avec le monkeypox qui compte ses premiers morts. Les 29 et 31 juillet, le ministère espagnol de la Santé a annoncé le décès de 2 hommes infectés par le virus de la variole du singe. Le pays est l'un des plus touchés par l'épidémie dans le monde et c'est une première en Europe. Au Brésil, un homme de 41 ans a lui aussi succombé à la maladie, ont informé les autorités locales le 29 juillet dernier. Le patient était suivi à l'hôpital pour d'autres affections cliniques graves et avait un système immunitaire affaibli. Il est mort à l'hôpital situé au sud-ouest du pays. Ces 3 décès s'ajoutent aux 8 décès enregistrés dans le monde depuis mai. Les 5 premiers avaient été recensés en Afrique, là où la maladie est régulièrement épidémique depuis 1970. Le 2 août, s'est clôturée la conférence mondiale sur le VIH LAIDS 2022 organisée par l'IAS. Organisée chaque année à cette même période, cette 24e édition s'est tenue à Montréal au Canada et a débuté le 29 juillet. L'occasion pour les acteurs mondiaux de la lutte contre le VIH-Sida de se rassembler, de découvrir les actualités scientifiques, sociales et politiques. Les différentes journées ont été marquées par des actions militantes. Plusieurs organismes ont par ailleurs dénoncé l'absence d'activistes africains, asiatiques et sud-américains invités à la conférence mais dont les visas ont été rejetés. L'absence des membres du gouvernement canadien ou de Justin Trudeau, Premier ministre, ont également été contestés. La conférence a permis également de mettre à jour le Manifeste de Montréal, écrit en 1989 lors de la 5e conférence internationale sur le sida. Cet écrit demandait l'inclusion des personnes vivant avec le VIH-Sida dans les conférences scientifiques. Il a énormément marqué la lutte. Le nouveau texte, lui, devrait bientôt voir le jour. Vivre avec le VIH, c'est déjà fini. 1 heure, ça passe vite, comme je le dis toujours. On se retrouve dès la semaine prochaine.